Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive sur www.ezavetv.bg. Tout de suite, le sommaire. Les écureuils du Bénin vont disputer 3 matchs amicaux au lieu des 2 initialement annoncés avant la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. C'est ce qu'il faut retenir de l'information diffusée sur le site officiel de la Confédération africaine de football, CAF. À 9 journées de la fin de la Vital'Or Ligue 1, la course au titre est plus que jamais ouverte. L'étau se resserre autour du leader Buff FC du Borgo. Les Bovidiers ne comptent plus que 2 points d'avance sur leur dauphin Beke FC de Bembereke. Les écarts sont très minces entre le premier et le 5e. Plus de détails dans cette émission. Les finales de l'édition 2019 des Coupes CAF seront 100% maghrébines. En Ligue africaine des champions, Wydad Athletic Club va affronter Espérance sportive de Tunis, tandis que Renaissance sportive Berkane du Maroc va rencontrer Zamalek du Caire pour le compte de la finale de la Coupe de la Confédération. Plus de détails également dans cette émission. Bonjour René Sago. Bonjour Larios, bonjour Abdoul, notre invité, et bonjour aux amis téléspectateurs. Oui, avant de découvrir notre invité, je vous retrouve dans quelques instants pour le développement de ces titres. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussier, a dévoilé le lundi dernier une partie du plan de préparation de l'équipe nationale avant la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les écureuils du Bénin vont disputer 3 matchs amicaux contre la Tunisie, contre la Guinée-Conakry et la Mauritanie. Et selon l'information publiée sur le site officiel de la Confédération africaine de football, et le Bénin fera face ainsi à la Mauritanie le 11 juin, la Tunisie le 17 juin et la Guinée-Conakry le 19 juin. Hormis l'annonce de ces matchs amicaux, le technicien français n'a pas donné plus de détails sur le plan de préparation de l'équipe nationale. Toutefois, le stage va démarrer le 3 juin prochain au Maroc, plus précisément à Marrakech. À présent, les nouvelles du championnat national de football de première division. La 29e journée a lieu en ce moment. Et hier, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, Ezaïe Football Club s'est imposé face à Assos 1-0. Battu à l'aller 2-0 à René Pleven, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont pris leur revanche ainsi sur leurs adversaires grâce à Ferdinand Ossei, son 6e but personnel cette saison. Retour sur les moments forts de cette rencontre.
Marcel Dandinou, capitaine de USAE Football Club, et David Tchétchaou, le plus entreprenant des joueurs de l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo, reviennent ici sur cette rencontre. Pour le match aller, c'était un match de certains détails à 0. Donc on allait venir de prendre les 3 points et nous dire ce qui nous a beaucoup. Et on est venu avec les gars, on a pris les 3, été facile. Vraiment, on a eu beaucoup de points à la saison. Et c'est le bon Dieu, peut-être. Ils ne sont pas mal aussi bien physiquement, ils sont qui nous a manqué un peu chez nous, d'appuyer pour pouvoir. La chance de travail, c'est le qui donne. Et je pense qu'avec les amis. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a renoué avec la victoire lors de cette 29e journée de la Vitalor Ligue 1. Après 2 défaites consécutives et un match nul le week-end écoulé contre USAE Football Club, le club portugais a dominé les Dragons de Lomé, 1-0 à René Pleven. Gaston Humbedi a inscrit l'unique but de la partie sur un service de Waris Aboki à la 64e minute. Le but et les impressions à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, à côté du match, c'est une erreur, on encaisse sur une petite défense, mais bon, on va pas d'habitude aussi fait, on va tirer celle, aborder les autres matchs avec plus. Je ne sais pas de quoi vous parlez, moi je compte. Maintenant, pour souffrir un peu, puis 3 points, donc on a besoin de ça pour rester collé comme je l'ai, step by step. On est toujours dedans, on est dans le coup, ça passe par la coupe, mais ça suit, on continue notre route, voilà. Cette victoire a un goût de revanche pour Luc René Messan, l'actuel patron de l'encadrement technique de l'ASPAC, même s'il semble relativiser. Évincé de la tête des Dragons lors de la phase aller, il a battu son successeur sur le banc des Oranges et Noirs. Lors de la 28e journée disputée le week-end dernier, Énergie FC de la SB2E et l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Mais la rencontre a été entachée d'un vilain geste de Nassifou Paraíso d'ASVO. Ce dernier a agressé physiquement l'arbitre Marcel Menvoyon qui a refusé le second but de son club pour une position irrégulière signalée par son second assistant au départ de l'action. Voici les images. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes là. Ce n'est pas à nous-mêmes de parler. Vous avez vécu les faits, vous-même. Moi, je n'aime pas parler de... Mais là, c'est vraiment abominable. Il valide un but, il claque le ballon. On marque un deuxième but. Il a... Pour combien d'argent il va faire ça? Il faut... Non, c'est difficile. Bravo. Bravo qui ont donné le spectacle.
cet incident est à bannir de nos stades, surtout que la Fédération béninoise de football et tous les acteurs de ce football travaillent pour relancer le football béninois, mettre ce football sur l'orbite. Il faut que, au-delà de nos frustrations, au-delà des erreurs de l'arbitre, qu'on se contienne et qu'on joue, parce que le football, c'est le fair play. Au sujet de l'arbitrage béninois, nous vous proposons ici le commentaire de Franck Simon, journaliste à l'hebdomadaire France Football. C'était à l'occasion du tournoi international des centres de formation de football TIC 2F 2019, le 26 avril dernier, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Quelque part, je me dis en regardant le TIC 2F, c'est pour la plupart, en revanche, l'arbinois, désolé, mais je ne suis pas surpris que les pas représenté Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Bonaventure, et qui a un très haut niveau de club, il a arbitré. Aujourd'hui, la relève, j'ai vu des arbitres un peu bedonnants physiquement, et ça, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas été proposés. Parlons à présent de la Vitalor Ligue 2 qui a abordé sa 29e journée également ce mercredi. Parmi les résultats enregistrés, on retiendra cette lourde défaite des Requins de l'Atlantique face à Delta FC de Glazoué. Également, le leader au classement Real Sport de Parakou a été tenu en échec 0 but partout par Dadje FC d'Aklahui. Dynamique FC de Djougou a été battu sur ses propres installations par Tanika FC. Et Hodio est allé battre à Kanké de Tcheti 1-0. AS Cotonou a dominé largement la jeunesse sportive d'Agonlin 3-0. Et Espoir de Savalou, deuxième au classement, est allé s'imposer contre Cavalier de Niki 2-0. Au classement, nous retenons que Real Sport de Parakou, malgré son nul, garde le fauteuil de leader avec 60 points au compteur, plus 25. Et Espoir de Savalou, 59 points, plus 26. Dynamo complète le podium. Dynamo de Parakou, bien sûr, complète le podium avec 56 points, plus 22. Dans le bas de classement, la lutte semble déjà être jouée, surtout pour les deux jeunesses sportives. La jeunesse sportive d'Agonli, qui est à 18e avec 11 points moins 29, et la jeunesse sportive de Ouida, 11 points également moins 30. Et en 14e position, nous avons Dynamique FC de Djougou, 29 points plus moins 13, Akanké 24 points moins 17 et Mamba Noir 16e avec 23 points moins 11. L'UNB, l'Université nationale du Bénin, est 17e avec 16 points moins 11 au compteur. À suivre le week-end prochain, la 30e journée de la Vitalor Ligue 2 et à Commun, Hodio FC reçoit AS Cotonou. C'est un choc pour le compte de cette journée entre le quatrième au classement et le 5e. À Parakou, Zazira rencontre Mamba Noir. Real Sport de Parakou, toujours au stade municipal de la cité des Koubourou, va accueillir Delta FC de Glazoué. À René Pleven, Requin FC joue Dadje FC d'Aplahoué. L'UNB, sur ses installations du campus d'Abomey-Calavi, va rencontrer Dynamique FC de Djougou. Découvrons les résultats des autres matchs joués hier avec René José Sagbo.
Merci Lario Sadiagbeno et grosse surprise du côté de la cité de Koborou, précisément du stade municipal de Parakou où le leader, les Buffs du Borgou, ont été battus sur leurs propres installations par les protégés du président Valère Glélé. Score final 2-0 du côté de Dambo. Match nul à nouveau pour les protégés de l'équipe de la Vallée. 1 but partout face à Dynamo d'Abomey. À Miserete, l'équipe d'Ayema qui évoluait sur ses propres installations est venue à bout de la lanterne rouge par la plus petite marque, 1-0. À Djougou, bonne opération pour les joueurs de la cité de la Donga. Je veux parler des protégés du coach Agoro qui ont battu Avranco Omnisport par le score de 2-0. Enfin, du côté de Ndali, l'équipe de Béké a été tenue en échec par les joueurs du Boycon en temps de Tonnerre Football Club. Score final 0 but partout. Merci. Nous restons avec vous pour découvrir le classement provisoire en entendant la rencontre qui se joue actuellement entre la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, et l'Union sportive de Sémé-Craqué à René-Pleven. Il faut dire que les Buffles restent leaders de ce classement avec 45 points, goal différentiel plus 11, suivi de Béké Football Club 43 points, goal différentiel plus 11. Troisième, Panthère Football Club, 42 points, goal différentiel plus 4. Du côté de la 4e, 5e et 6e place, vous avez les Dragons, Ayema et Aspa qui se bousculent avec 38 points chacun. Dans le bas du tableau, vous avez Soleil qui demeure leader avec 18 points, goal différentiel moins 22. Soleil qui est la lanterne rouge. Ben, Soleil, qui est la lanterne rouge, qui a enregistré la 18e défaite, bien sûr, précédé de Asvo. Asvo, où rien ne va, qui multiplie les nuls à domicile, 17e, goal différence avec 29 points, goal différentiel moins 1, précédé des électriciens de la SBE, 30 points, goal différentiel 0. Et pour le compte de cette 30e journée de la Vitalor Ligue 1, il faut retenir déjà que Esaïe Football Club sera au repos et les joueurs de la formation universitaire vont recharger les batteries afin d'aller vaincre, j'allais dire profiter de cette zone de turbulence que traversent actuellement les Buffs FC du Borgou à Parakou. Deux sorties dans le septentrion pour ces joueurs, les protégés du président Clément Adéoti Adé Chian. Et avec vous, nous allons prendre connaissance des autres affiches de cette 30e journée de la Vitalor Ligue. Ben, il faut simplement dire que déjà le samedi prochain, nous aurons 3 rencontres. Du côté d'Avranco, Omnisport va recevoir la lanterne rouge Soleil Football Club. Du côté du campus d'Abomey-Calavi, nous avons Énergie qui va tenter de remonter un peu au classement face à l'équipe d'Assos. Et à Boycon, nous aurons un choc, l'équipe des Buffles, les leaders, qui effectuent un déplacement difficile au stade Paulin Tomanaga. Le dimanche, nous aurons du côté d'Abomey-Calavi le deuxième duel à distance, bien sûr. Nous avons l'équipe de Béké, actuellement deuxième avec 43 points, goal différentiel plus 11 à 2 longueurs du leader, qui serait l'hôte de UPI-ONM. Du côté de Djougou, les Panthères, actuellement troisième avec 42 points, goal différentiel plus 4, vont recevoir Ayema. Azapota, Aspaka serait en conquête face à l'équipe de Dynamo d'Abomey. Du côté de la capitale, choc entre Asubo en déplacement et les Dragons de Lumé. Enfin, du côté de Craqué, nous avons la GSP qui serait reçue par l'Union sportive Sémé-Craqué. À présent, quelques nouvelles en bref pour conclure le tour d'horizon de l'actualité sportive. Retenez déjà que la grande marche annoncée pour le 5 mai dernier par le Comité national olympique et sportif béninois pour promouvoir la paix, pour décrisper un peu l'atmosphère sociopolitique tendue au Bénin depuis quelques semaines, a été reportée du fait des violences qu'on a observées à Cotonou les 1er et 2 mai. Nous y reviendrons certainement avec le secrétaire général du Comité national
du Bénin, Fernando Ressou. Les internationaux du Bénin, c'est du badminton. Les internationaux du Bénin de badminton en 2019 vont se dérouler du 27 au 30 juin prochain. L'annonce a été faite par la Fédération béninoise de badminton sur ses différents canaux, notamment sa page Facebook. Et vous êtes invités, vous qui êtes les badistes, à vous inscrire pour prendre part à cette compétition, que vous soyez au Bénin ou dans la sous-région ou même en Europe. Inscrivez-vous. Il paraît qu'il y a un prize money qui sera mis en jeu pour le compte de cette édition. René Sagou. Ben exactement, il y aura 10 000 $ qui seront mis en jeu pour cette compétition, et il faut rappeler aux différents participants que la date limite pour les inscriptions, c'est exactement le 28 mai prochain. Voilà. Et également, avec vous, il y a l'Assemblée générale élective ou l'Assemblée générale de renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de gymnastique qui s'annonce également pour le mois de juin prochain. Ben exactement, nous aurons l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de gymnastique qui se tient le mois prochain, et déjà les candidatures pour les 15 postes en jeu ont été lancées. Les candidatures sont ouvertes et les dates limites sont prévues. La date limite est prévue pour le 1er juin prochain. Il faut rappeler que les différents candidats doivent déposer leur dossier auprès du secrétariat général du Comité national olympique et sportif béninois. Voilà. Merci. Ce sera tout pour le compte du tour d'horizon de l'actualité sportive sur Sport Plus de ce jour. Et tout de suite, nous nous retrouvons pour décrypter, décortiquer et analyser l'actualité sportive au Bénin et en Afrique. Pour décrypter l'actualité, nous recevons Abdoul Fattah Sani, chef d'export du quotidien Matin Libre. Et bonjour à AFS. Lagos, bonjour à tous, bonjour à tous. Et avant tout propos, recevez ici les félicitations de l'équipe de réalisation et de production de Sport Plus pour cette distinction que vous avez reçue en fin du mois dernier dans le cadre de la couverture de la 9e édition du tournoi international des centres de formation de football TIC 2F. Et dites-nous, comment vous vous sentez après cette récompense? Est-ce la première dans votre carrière? Oui, je l'avoue, c'est la première fois que je suis honoré à ce stade, et puis c'est à l'honneur de toute la presse sportive. C'est vrai que la tâche n'a pas été du tout facile parce qu'on était une quinzaine à participer à ce concours que a instauré Franck Simon, le consultant de Canal+, qui a voulu quand même avoir une idée de ce que les jeunes font en matière de journalisme au niveau du sport. Et c'est un peu lui à ce tournoi, il a voulu quand même on écrive sur ce tournoi et chacun va choisir son angle. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai été primé par rapport à ce concours. C'est la preuve que le travail bien fait, le travail professionnel, la pratique journalistique professionnelle est toujours payée. René José Sagou. Ben oui, voilà. On l'a toujours dit, seul le travail paye, ça, il n'y a pas de miracle. Et je pense que pour qui connaît le parcours d'Abdoul, cela ne surprend pas. Moi, je n'étais pas surpris parce que je me dis, ça arrivera forcément un jour. Lorsque vous suivez les papiers qui sont produits, vous devez vous y attendre, et c'est l'occasion de l'encourager à continuer, à ne pas dormir sur les lauriers. Je pense que c'est déjà un signal fort pour les autres rendez-vous qui vont s'afficher, et pourquoi pas sur le plan régional et international. Je pense que le travail que vous faites au niveau de votre organe n'est jamais caché. Ça finit toujours par se faire découvrir. Ça mettra le temps qu'il faut. Ben voilà, c'est l'heure de Dieu qui a sonné, et là, il s'est révélé, et félicitations à lui.
Oui, pour complément d'information, chers amis internautes, retenez que Abdoul Fattah Sani a été formé par René José Sagbo. Il est un peu produit du groupe JP Sport ou Jeunesse Info plus Sport. Et cela ne fait que honorer cette association qui a vu le jour en 1997, ou si j'ai bonne mémoire. Et c'est déjà en mai 1997 que le groupe J-Info Plus a été mis sous les fonds baptismaux. Et voilà que avant d'entrer dans ce mois de mai, l'un de ses purs produits est honoré. Il faut reconnaître son dynamisme. C'est quelqu'un qui est sur tous les fronts, qui rédige les papiers. Et nous allons profiter de son expertise désormais sur ce plateau de Sport Plus. Et déjà, le premier sujet sur lequel vous allez intervenir ici pour votre premier passage à Esaü TV sur le plateau de Sport Plus, c'est le plan de préparation des écureuils du Bénin avant la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le lundi dernier, nous connaissons un peu plus sur ce programme de préparation. Les écureuils vont livrer 3 matchs tests afin de peaufiner les stratégies avant d'entrer dans la compétition, jouer la Tunisie, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Est-ce que quand on voit ces 3 matchs, est-ce qu'on peut dire que retenir déjà que c'est du classique pour le Bénin ou pour les sélections qui prendront part à cette compétition? Il faut dire que Michel Dussuyer est en train de peaufiner sa préparation et il entrevoit quand même disputer 3 matchs amicaux. C'est de bon augure parce que a rencontré la Mauritanie et que le Bénin avait affronté un temps quand au match Mogo était aux commandes, le score 1-0, 1 but à 0 et comment dans les circonstances à polémique. Donc c'est bien parce que quand on prend cette équipe mauritanienne et qu'on peut assimiler en quelque sorte au football de la Guinée et de la Guinée-Bissau parce que ces 2 équipes sont très proches. C'est quand on prend également la Guinée-Conakry et puis l'équipe de la Guinée-Bissau, c'est en quelque sorte c'est le même style. C'est le style de jeu. Maintenant, le match face à la Tunisie, c'est vrai. Peut-être Michel Dussuyer a son plan de jeu. Il veut quand même profiter de la rapidité du football maghrébin. Et c'est certainement parce que quand on a dans sa poule une équipe comme le Ghana qui a déjà à son actif 4 titres de champion d'Afrique, et on le disait tantôt, c'est une équipe qui joue, on l'appelait quand même les Brésiliens d'Afrique. Donc c'est une équipe très jouable. Et il faut dire que Michel Dussuyer sait ce qu'il attend et il veut profiter de ce mois de juin pour quand même affûter tes armes parce que il faut le rappeler, l'objectif de Michel Dussuyer, c'est quand même essayer de passer ce premier tour et il veut mettre tout à son actif. D'autant plus que c'est lui seul qui a permis à l'équipe béninoise d'avoir le premier point d'une participation à la CAN. C'était du côté de l'Angola, c'était en 2010 face au Mozambique. Face au Zimbabwe. Non, pas au Mozambique, bien sûr. Au Mozambique, voilà. Donc c'était 2 buts partout. Alors qu'on menait 2-0. On menait 2-0. Un instant, je vais revenir à vous, mais rapidement, René, est-ce que le fait d'introduire la Tunisie, les aigles de Carthage dans ce plan de préparation, est-ce que c'est de bon augure? Est-ce qu'une autre défaite à la fin de cette rencontre amicale ne va pas dépendre un peu sur l'état d'esprit du groupe avant d'entrer en compétition? Non, je ne crois pas. Parce que lorsque vous voyez le choix des équipes, d'aucuns vous diront, bon, pourquoi la Mauritanie, la Guinée et la Tunisie? D'abord, il démarre sa préparation, il fera un travail à l'interne
maintenant, avant de commencer par observer les joueurs présélectionnés, et si vous observez bien le calendrier des rencontres, vous verrez bien que la Tunisie, c'est pratiquement le dernier match. Donc, quand il aura peaufiné sa préparation en groupe, il va mettre maintenant les joueurs à l'œuvre face à la Tunisie et face à la Guinée, face à la Mauritanie. Et c'est à partir de la rencontre face à la Tunisie qu'il va pouvoir jauger vraiment son équipe et savoir qui prendre pour défendre les couleurs du côté d'Ismaïlia. Donc, je pense que d'abord, n'oubliez pas que la préparation se ferait au Maroc et la Tunisie paraît un peu plus proche pour pouvoir lui permettre de faire ce travail. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Si la Tunisie, dans le programme de préparation, passait avant la Guinée et la Mauritanie, je pourrais être inquiet, mais je me dis à la fin, vous savez, la Tunisie est qualifiée, ce n'est pas une petite équipe, c'est l'une des équipes favorites au niveau de son groupe. Donc, à quelques jours du début de la compétition, et la Tunisie et le Bénin auront pratiquement leur équipe type, et ça permettra à Dussier de voir ce que ça va donner. Il aura déjà un avant-goût par rapport à la rencontre du Ghana. Oui, et un avant-goût par rapport à cette rencontre que ne disputera pas le capitaine, celui-là qui est devenu depuis quelques années le maître à jouer de l'équipe nationale du Bénin. Je vais le nommer Stéphane Sesseyon ou Diego Pourri pour les intimes. Diego Pourri a été sanctionné. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, on a essayé un peu de voir comment vous recevez cette suspension de Diego Pourri. J'avoue que cette suspension est venue à un moment tardif parce qu'on n'attendait pas, parce que le public sportif béninois savait carrément que Stéphane Sesseyon va disputer le match, le premier match face au Ghana. Malheureusement que la CAF a décidé autrement parce qu'il avait un carton jaune qui était en instance, plus le carton jaune qu'il a reçu face à l'équipe algérienne. On se rappelle, c'était 1-0. Et donc, on fera sans le capitaine. On sait qu'on l'a fait du côté de la Gambie. On a été battu par 3-1 alors qu'on menait 1-0. Maintenant, on l'a également fait face au Togo, et puis on sait les conditions dans lesquelles on a battu le Togo. Mais M. Dussier a quand même eu 2 matchs sans Stéphane Sesseyon. Il sait maintenant avec qui évoluer, avec qui il va quand même pallier l'absence de Stéphane Sesseyon. On sait également qu'on note le retour d'un certain Serbia Soukou qui est en train d'apporter un peu plus, parce que quand on prend du côté technique, il a un peu plus comme Stéphane Sesseyon. Au milieu du milieu défensif, on voit également un certain Cécile Damenda qui apporte ce n'est pas de physique. Donc c'est dit que Michel Dussier au-delà aura les moyens pour contrecarrer peut-être le plan de jeu des Ghanéens, des Blasta, 4 fois titrés sur le continent. Rapidement, sur nos stades, nous revenons sur nos stades. Le week-end dernier, cet incident malheureux au campus d'Abomey-Calavi, un joueur qui donne des coups de poing à un arbitre parce que l'arbitre aurait refusé à tort le but de son équipe. Et rappelons un peu le contexte. L'association sportive de la Vallée Omnisport, depuis l'entame de la phase retour du championnat national de football de première division, n'a pas encore remporté un match. Et surtout, l'équipe a enchaîné 6 matchs nuls consécutifs, il faut le dire. Et c'était le 5e match nul qui se peaufinait à l'horizon quand le second but a été inscrit. Et ces frustrations que le joueur a emmagasinées, surtout avant cette 83e minute de jeu, l'équipe a concédé l'égalisation 2 minutes plus tôt sur une action également contestée et l'entraîneur également qui s'y mène. Ces violences récurrentes que nous observons sur
nos stades alors que le championnat tend vers sa fin. Est-ce que c'est de bon augure pour un aboutissement heureux de la saison 2018-2019? Mais là, il faut avouer, parce que j'ai suivi la plupart de ces matchs, on sait que les arbitres, quand même, essaient de faire de leur mieux, même si il y a quelque chose, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, ils siffrent un peu dedans, mais au-delà de tout, ce n'est pas une cause, ce n'est pas une raison pour porter une main sur l'arbitrage, c'est à combattre, parce que la FIFA est unanime là-dessus. My game is fair play, au-delà de tout, même si l'arbitre siffre quelque chose qui n'est pas à votre avantage, il faut prendre ça avec le fair play, parce que c'est le football, c'est le fair play. Il faut dire aux joueurs de ne pas aller au-delà des décisions de l'arbitre. L'arbitre, c'est un humain, au-delà de tout. Il a à peine une seconde pour prendre une décision. Certes, il peut prendre des décisions qui vont à votre avantage ou non, mais il peut le prendre parce que... Mais je dis que à vous également, quand on prend les matchs qui sont en train de disputer et ne produisent pas du jeu, la belle preuve, ils allaient rien que des matchs, alors que vous êtes dans le profondeur du classement. Oui, mais ne produit pas du jeu, ce n'est pas ça. Peut-être que l'équipe, il y a quelque chose là qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que l'équipe qui a pratiquement livré une première partie de saison correcte, parce que l'équipe a terminé 9e, si j'ai bonne mémoire, à la fin de la 19e journée. Et cette équipe qui, depuis le début de la phase retour, ne marche pas, le plus peut se dire déjà heureuse, ou les joueurs peuvent se dire déjà heureux parce qu'ils n'ont pas encore perdu de match, mais ils allaient des matchs nuls et se retrouver à la 17e position et ils sont pratiquement en danger. Ben oui, on ne sait pas ce qui se passe du côté de cette équipe d'Asbo, mais espérons que les choses entrent dans l'ordre parce que là, à la 17e place, ça devient inquiétant. Il faut tout faire pour éviter la relégation. Ben, ce qui est surprenant, vous l'avez dit, c'est que cette équipe produit du jeu, mais toujours des difficultés au niveau de la finition. La dernière fois, elle était en avance au Marocois, mais s'est fait rattraper. Ben, sur ses propres installations. Oui, sur ses propres installations, on se demande bien ce qui ne va pas. Ben, espérons que la situation se rétablisse et si c'est nécessaire qu'il faut demander à jouer sur une autre aire de jeu, il faut pouvoir le faire à temps. Ah oui, mais parlant de l'aire de jeu, le stade de Dangbo, nous l'avons parlé de ça ici la dernière fois. Le stade de Dangbo n'est pas un terrain pour l'expression du beau football, du football simplement. Et juste quelques informations sur cette agression de l'arbitre. Que disent les tests en cas de coup porté ou de violence faite sur les officiels des rencontres? L'article 59 dit ceci: agression, les infractions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont celles commises intentionnellement par un joueur ou un dirigeant qui se livre à une voie de fer sur un officiel de match. Ces infractions sont sanctionnées comme suit. Petit a, l'alinéa A de cet article, agression sans lésion corporelle. Et ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a eu de lésions corporelles sur les images que vous avez regardées. L'arbitre a certainement eu quelques points de structure au niveau de sa bouche et agression avec lésion corporelle causant une incapacité inférieure à 15 jours délivrée par un médecin légiste, 6 mois de suspension ferme pour le joueur fautif, 2 ans
de suspension ferme pour le responsable concerné du club. Ici, c'est un joueur. Il y a également l'entraîneur qui est allé de son spectacle le jour de ce match. C'est quelque chose qu'il faut déplorer. Lui qui est censé ramener son joueur à la raison. Et il y a des amendes également à payer, soit 15 000 francs pour le joueur fautif. En cas d'agression avec lésion corporelle causant une incapacité égale ou supérieure à 15 jours délivrée par un médecin légiste, le joueur prend 1 an de suspension ferme et paye une amende dont le montant s'élève à 100 000 francs CFA. Mais le joueur peut être déjà heureux qu'il n'y a pas de lésion. Donc, ça, il n'y a pas d'incapacité, j'allais dire qu'il n'y a pas d'incapacité. Parce que l'arbitre Marcel Mévoyon, c'est lui qui a sifflé la rencontre entre l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo et Usaï Football Club ce mercredi à Charles de Gaulle. Voilà. Est-ce que ce que nous avons l'habitude de dénoncer ici, les acteurs de ce football, les principaux acteurs de ce football connaissent véritablement les lois de jeu, les règles qui régissent la pratique du football dans le monde? J'avoue que, est-ce que et tous maîtrisent les tests? Ben, ici, on peut le dire parce que la preuve sur le terrain, hein, ça se constate parce que chaque journée, c'est toujours les incidents. Si on ne pète pas la main sur l'arbitre, ce sont les supporters qui jettent les pierres et puis ça continue. Les injures par-ci par-là. Donc c'est sûr qu'il faut quand même former ou sensibiliser surtout les supporters, même les joueurs, parce qu'à l'heure de chaque championnat, il faut quand même réunir les joueurs pour dire les tests, ce que les tests disent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que... C'est un travail personnel de chaque équipe. Oui, justement, c'est ce que je dis. À l'heure de chaque championnat, il faut que les présidents de club réunissent les joueurs pour quand même les imprégner des règles de jeu. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand tu fais ceci, tu cours à telle sanction, c'est un travail que les présidents de club vont faire en leur sein. C'est très important parce que ça devient très très récurrent. Il faut que ça cesse parce que sur un terrain de football, on est là pour regarder le bon match, pas pour se mettre sur un terrain de boxe ou de ring. Non, on est là pour regarder le bon football, pas pour des coups de poing. Il faut que les présidents de club essaient quand même de sensibiliser les joueurs et surtout les entraîneurs, parce que quand les entraîneurs, eux, qui sont quand même les hommes éducatifs, qui doivent éduquer les joueurs, se mettre également dans la danse, ça ne faut pas. Il faut sensibiliser, il faut entretenir les joueurs du championnat national béninois de football sur ces tests qui régissent, ces lois qui régissent le football, la pratique du football dans le monde. Ben oui, il faut simplement dire que ça n'a pas manqué, hein, puisque avant le coup d'envoi du championnat, il a eu quelques actions. Et c'est là où il faut saluer un peu le travail qu'a Mme Sitou Rafiatou avec son association APVS, qu'ils ont, au niveau de cette association, je vais parler des responsables qui ont sillonné quand même beaucoup de clubs, la majorité des clubs de D1, de D2, de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, et ont abordé les règles de jeu, etc. Bon, maintenant, pour le cas que vous avez signalé, je vous annonce que la dernière décision de la Ligue sur laquelle je suis tombé, le joueur est coupé de 2 matchs fermes. Donc, il ne disputera pas 2 matchs et ça concorde avec ce que vous avez lu. Il n'a pas de lésion corporelle pour l'arbitre et certainement les rapports ont été en faveur de ce joueur qui a d'ailleurs envoyé une lettre publique d'excuses. Je pense que tout ça a été déjà fait. Et quand vous êtes joueur, je pense que M. Fataï a joué aussi en sélection cadette. Quand vous êtes joueur à un certain niveau de la compétition, il a parfois les nerfs qui lâchent. Et le joueur disait dans sa lettre qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé. Bon, d'accord. C'est quelque chose à condamner, mais quelque part,
il faut avoir été joueur pour le dire. Je pense que Abdoul va pouvoir mieux placé, ouais, mais on peut le comprendre. Une équipe qui marchait carrément sur de l'eau lors de la phase aller, et depuis la 18e ou la 17e journée a commencé par chuter un peu depuis l'entame de la phase retour. L'équipe joue, l'équipe se procure des occasions, mais n'arrive pas à concrétiser. Un joueur offensif qui voit son équipe inscrire, moi je lui trouve juste une circonstance atténuante. Hein. Non, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Aujourd'hui, le joueur est condamnable, d'accord. Il a eu la chance d'avoir les circonstances atténuantes, deuxième possibilité pour lui, mais aussi, nous sommes à quelques journées de la fin du championnat. Je l'ai dit sur ce plateau, il ne faudrait pas qu'on fasse de la bouche mielleuse. Les hommes en noir, il va bien falloir qu'au niveau de la Ligue, on remette sur les stades les inspecteurs pour aller voir ce qui se passe. Parce que lors de la phase aller, on a eu des inspecteurs, mais depuis la phase retour, aucun inspecteur sur les matchs. Ça pose un problème. Donc, c'est un souhait pour moi d'avoir les inspecteurs pour que les sacrifices consentis par le bureau, le comité exécutif de M. Mathuin de Chacus puissent avoir un résultat favorable au soir de la 38e journée. C'est important. Oui, c'est important, on le sait. Et ces hommes en noir, il faut également dire que, vous l'avez déjà évoqué ici, Abdoul, font preuve également de légèreté sur certaines rencontres. On les appelle à être plus concentrés du début jusqu'à la fin. C'est vrai aussi qu'on nous accuse de ne pas être arbitre, mais nous souhaitons qu'on ait des inspecteurs qui puissent peut-être être nos témoins. Et là, ça leur permettra d'être un peu plus sérieux sur les matchs. Voilà. Et rapidement, Abdoul, vous qui suivez la Ligue 2, particulièrement les Requins FC de l'Atlantique, les Requins, après une série d'invincibilité de 14 matchs sans défaite, ont chuté. Et la chute a été libre sans vitesse initiale, 3-0. Oui, il faut reconnaître, parce que depuis le retour de l'Ivoirien Ouattara, c'était une série de matchs sans défaite. Il a fait une bonne impression avec plusieurs victoires d'affilée. Et puis, patatras, lors de la dernière, avant cette journée face à Taneka, c'était un match nul qu'ils ont eu dans les derniers instants de jeu. Et puis, ça a continué, malheureusement. Peut-être ça peut être le fait de la fatigue, parce qu'il faut le faire constater, parce que les joueurs jouent au moins 2 fois par semaine. Oui, 3 matchs par semaine. C'est épuisant. Il faut, à un moment donné, c'est des humains. Et les corps, à un moment donné, vont lâcher. Et certainement, c'est sûr que, parce que faire la route, quitter Cotonou pour aller au nord, revenir au sud, faire ces navettes, nous sommes des humains. À un moment donné, le corps va lâcher. Certainement que... Il y a certains acteurs qui élèvent déjà la voix pour dénoncer un peu cette programmation des matchs, ce calendrier lors de la phase retour. Mais nous l'avons déjà justifié ici, c'est pour se conformer au calendrier international, au calendrier de la Confédération africaine de football. Le Bénin dispose d'une date limite pour envoyer le nom des équipes qui vont le représenter à la prochaine saison des coupes CAF. Et là, j'appelle à nos dirigeants à se prendre un peu au sérieux. Quand on veut faire un championnat, il faut établir un championnat. Et il faut établir un calendrier sérieux. Ça va que le championnat commence à telle date et finit à telle date, tout en respectant le calendrier de la CAF. Parce que cumuler les matchs, tel que ça se fait, ça épuise les joueurs. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut jouer 2 matchs par semaine, mais quand ça devient de trop, ça épuise les joueurs. Oui, mais je voudrais juste ajouter, bon, c'est vrai qu'il a cet argument du calendrier de la CAF, mais l'argument qui a beaucoup milité pour 2 matchs dans la semaine, c'est la qualification des écuries. Parce que
par rapport au calendrier préétabli, vous êtes bien d'accord que si on devait suivre, on risque de jouer après le 21 juin et ça ne ferait pas sérieux. Donc, il fallait prendre les dispositions. Nous l'avons dit sur ce plateau, c'est épuisant. C'est vrai, on peut porter un doigt accusateur, mais c'est aussi vrai qu'on doit être à partir du 21 juin en Égypte. Donc, il va falloir trouver une solution pour vite arrêter. Et voyez bien, la saison finit le 7 juillet. Mais en attendant, cette manière de faire également peut soulever d'autres problèmes. Le problème, notamment des résultats vers la fin de... Parce que nous tendons vers la fin du championnat, que ça soit au niveau de la tête ou au niveau de la queue, au niveau de la zone rouge, la lutte est acharnée et il y a des équipes qui sont au repos ou des rivaux qui seront au repos lors des 2 dernières journées. Comment ça va se passer? Et moi, ce que moi je condamne un peu dans ce calendrier, que quand on sait déjà que l'AS Police est déjà aux courses, on pourrait quand même améliorer ce calendrier et permettre à ces 2 équipes qui sont au repos de jouer. Et là, ça pourrait faciliter un peu aux équipes d'avoir un temps de repos. Malheureusement, les organisateurs ont gardé ce même calendrier en sachant que l'AS Police ne joue pas. Maintenant, par rapport à ce championnat où toutes les équipes peuvent descendre, même si à la fin on aura quand même 5, on sait que AS Police est au course qui est déjà en deuxième division, et c'est un championnat impressionnant où même si tu es dans le top 5, à moins d'erreur, tu peux te retourner dans le top 5 en bas. C'est agréable à voir. Maintenant, il faut que toutes les équipes jouent véritablement pour quand même se maintenir. Ceux qui sont en haut du classement doivent se battre pour quand même atteindre leur objectif, si c'est le titre ou être deuxième. Maintenant, ceux qui sont en bas vont se battre pour quitter la zone rouge. Tout le monde ne veut pas être dans la zone rouge, malheureusement. Et pour ce championnat, on aura quand même 5 équipes qui vont descendre. Ben oui, il faut simplement dire, on l'a dit au début du championnat, c'est 38 journées qui valent mener sa monture. Il va sans dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la division d'élite, les équipes dans le peloton de tête, c'est les équipes qu'on a vues qui se sont mieux préparées. Et bien voilà, on l'a dit tout à l'heure, seul le travail paye. Et d'ailleurs, je suis impressionné par cette remontée de UPIB, parce que lors de la phase aller, c'était une équipe qui était en bas du classement, mais depuis la phase retour, c'est une seule défaite. C'est du que quand on s'y met, quand on travaille, le résultat suffit. Il y a également le second club universitaire, le club de la chaîne de télévision USAEC, qui réalise une bonne seconde partie de saison. Et nous passons à l'actu inter. Les finales de l'édition 2019 des compétitions statutaires des clubs de la Confédération africaine de football CAF seront 100% maghrébines. Je l'annonçais en introduction. Wydad Athletic Club du Maroc, Espérance Sportive de la Tunisie et en Ligue des Champions, et puis Renaissance Sportive Berkane du Maroc et Zamalek de l'Égypte en Coupe de la Confédération. Il faut rappeler que lors des demi-finales retour disputées le week-end dernier, et pour ce qui est de la Ligue africaine des champions, l'Espérance de Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis a éliminé le tout-puissant Mazembe de la RDC. Les Corbeaux n'ont pas pu remonter leur handicap d'un but encaissé lors de la manche aller, et ce qui est de la seconde demi-finale, 0 but partout également entre le club sud-africain de Mamelodi Sundowns et le Wydad Athletic Club du Maroc. Les Marocains, il faut dire que les Tunisiens vont défendre ainsi leur titre pour le compte de cette finale. La finale aller aura lieu le 24 mai et le retour le 31 mai. Et en Coupe de la Confédération, c'est Renaissance Sportive de Berkane battu 2-0 à l'aller et qui a renversé le club sportif sphacien de la Tunisie au retour 3-0 dans l'autre
à demi-finale. L'Étoile sportive du Sahel a fait un match nul vierge contre Zamalek de l'Égypte, battu 1-0 à l'aller. Les Tunisiens s'arrêtent ainsi à ce stade de la compétition. La finale aller se dispute le 19 mai et le 24 du même mois, le retour aura lieu. Abdoul, un mot, juste une petite question. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette semaine au niveau de l'actualité sportive? Bon, il faut dire que moi, j'ai suivi le championnat interne. Et on est habitué maintenant à ça parce qu'avant, c'était un désert où on va sur beaucoup plus le football à l'international. Maintenant, on a de la matière. Chaque week-end, tous les journalistes se retrouvent au stade. C'est intéressant pour que ça continue. Et j'ai suivi un certain match à Spark Dragon où le jeu était intéressant. Le jeu était à un niveau de nous. Quand je dis si ça continue de la sorte, d'ici 5 ans, on pourrait avoir un bon niveau. Maintenant, il faut que ça continue de la sorte. On a vu un bon match. Il faut que ça continue. C'est bon pour nous parce que nous aussi, on a besoin de la matière pour quand même informer nos lecteurs. Et vous, René Sago, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention lors de cette semaine sportive? Bien, la semaine sportive, je vais dans le même sens que Abdoul parce que nous avons la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3 qui se déroulent actuellement. Vous voyez bien que tous ceux qui sont reporters, journalistes et hommes de médias sont occupés du sud au nord, de l'est à l'ouest. Maintenant, il va bien falloir que du côté de l'instance de gestion du football, qu'on puisse avoir un peu un regard sur cette presse sportive. Je veux aussi interpeller les décideurs de football parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Le championnat, c'est vrai, ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais le travail communicationnel a amené loin cette compétition parce que lorsque vous voyez certains joueurs qui étaient à l'étranger, d'autres qui étaient à Lomé, qui sont revenus, les Mouritala, Omoto aussi, ce n'est pas par hasard. Il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la presse. On s'est rendu compte que ça a vraiment repris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui revient à la presse sportive? C'est la grande interrogation. Et parlant de cette presse sportive, demain, les journalistes sportifs béninois iront à l'école de Steven Lavonne, secrétaire général adjoint de l'association des journalistes sportifs du Togo AJST et rédacteur en chef du premier portail panafricain du sport, Africa Top Sport, pour mieux comprendre les dispositions à prendre avant, pendant et après un grand événement car de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera du côté de l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Merci à vous. Ce sera tout pour le compte de cette émission et à la semaine prochaine.